Merci, bonjour. Alors moi, je me suis partie sur deux aspects. Tout d'abord, je me suis appuyée sur une étude qui avait été faite par l'INGEP sur l'évolution des visions de la famille des jeunes de 18 à 29 ans. Et puis, la deuxième partie de mes propos concerneront plutôt les politiques familiales. Donc dans cette étude, il y a 3 points qui ressortent plus particulièrement sur l'évolution de cette vision de la famille entre 80 et 2008. C'est une évolution profonde et régulière vers des positions toujours plus libérales au sens libéralisme culturel, la sensibilité croissante à l'égalité des droits et que les jeunes sont de plus en plus favorables à la diversité des pratiques et au refus de toute forme d'imposition normative venant de l'extérieur. Du coup, sur le premier point, c'est l'idée que il y a une vision différente et beaucoup plus libre et surtout une demande de liberté dans les choix de forme de la famille, de construction de cette famille et une évolution du refus de normes sociétales ou familiales venant sur, voilà, il faut une famille comme ceci, comme cela, habiter à tel endroit, s'organiser comme ci, comme ça. Et donc, il y a notamment, dans ce qui était relevé, un exemple plus concret assez intéressant sur le fait que beaucoup de femmes, particulièrement mais d'hommes également, dans le lien avec leur belle famille, le refus d'une imposition de la belle famille, d'un fonctionnement propre à une famille en construction. Il y a un diagnostic qui est un petit peu différent concernant ce qui est appelé la morale familiale à inculquer aux enfants, où du coup j'étais, pour ma part en tout cas, assez surprise de ce que j'ai lu sur la progression d'une volonté d'inculquer de bonnes manières. Alors je ne sais pas ce qu'ils mettent derrière bonnes manières. Et puis il y a quelque chose par contre assez intéressant qui est ressorti autour de l'esprit économique qui est mis en lien avec du coup l'importance de transmettre des choses autour du fonctionnement de l'économie, de la vie économique, etc. Et tout ça progresse dans le temps avec l'arrivée du contexte socio-économique dans lequel on vit qui nécessite du coup une compréhension qui est jugée plus présente et plus importante. Et du coup, tout ça, toutes ces évolutions qui sont marquées, présentent un peu un détachement des formes d'organisation traditionnelles de la famille. Et donc, du coup, là, je rejoins les propos des autres intervenants, où voilà, il y a un détachement progressif avec surtout une affirmation croissante de choix individuels sur la forme, les valeurs, la période à laquelle on veut fonder ou pas une famille. Le fait que de plus en plus également de femmes notamment assument et ne souhaitent pas avoir d'enfants ou souhaitent choisir à quel moment de leur vie elles veulent avoir des enfants. Et donc du coup tout ça fait qu'il y a forcément cette évolution et qu'on arrive à des modèles, des familles complètement différentes. Du coup, par rapport aux politiques familiales, c'est là-dessus que j'avais envie un peu de parler, puisque on a des politiques familiales, selon moi, qui se concentrent sur des périodes précises de la vie. Il y a beaucoup de choses autour de la petite enfance, il y a beaucoup de choses autour des personnes âgées, il y a beaucoup de choses, voilà, des dispositifs précis sur des périodes de vie. Et on avait envie de soulever l'idée de l'importance d'un parcours, en fait. Et que du coup, une politique familiale doit s'adapter et prendre en compte la globalité de la personne en fonction de son parcours, de son état de vie, de son âge. Dans le sens où un jeune de 20 ans, eh bien, s'il est étudiant, s'il a terminé ses études, s'il a déjà une famille, eh bien, on ne peut pas dire, bah voilà, à 20 ans, le besoin, il est là, et donc du coup, une politique familiale doit répondre à ça, alors qu'en fait, il y a des états de vie complètement différents en fonction de l'âge, en fonction du milieu socio-économique dans lequel les jeunes vivent, en fonction des territoires aussi. Et du coup, pour rapport au territoire, une question qui importe beaucoup, en tout cas pour nous, c'est la mise en œuvre concrète des dispositifs qui dans leur mise en place, sont très différents en fonction des territoires. Et du coup, notamment par rapport aux territoires ruraux qui nous concernent plus particulièrement, où, voilà, en discutant avec une de mes collègues, on se disait par exemple un accès à un planning familial qui paraît quelque chose de tout à fait banal.
pour une jeune fille de 15 ans qui souhaite aller au planning familial, lorsqu'elle a un seul bus pour rentrer chez elle à 16h30 après les cours et qu'elle n'a pas d'autres possibilités parce qu'il y a 35 km, forcément, le service est là, mais du coup, il n'est pas pensé pour être accessible à l'ensemble de la population. Et donc, il y a une vraie disparité en fonction des territoires. Et je parlais du bus quand il y en a, déjà. Il y a des fois, effectivement, des endroits où la mobilité forcée dont parlait Fabienne, on la retrouve vraiment fortement sur les territoires ruraux, avec du coup un manque de réseaux de transport ou des réseaux non adaptés. Et ce qui influence aussi énormément le rôle et l'importance des parents dans les activités des enfants. C'est-à-dire que ça arrive peut-être, alors j'ai pas de chiffres sur lesquels m'appuyer, mais où en rural, il y a beaucoup plus, j'ai le sentiment qu'il y a plus de familles où l'un des deux parents ne travaille pas sur les jours libres des enfants pour pouvoir les emmener parce qu'il n'y a pas le réseau et le système permettant aux enfants, aux ados, d'avoir des activités extrascolaires et de les y emmener. Ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui se retrouvent au final un peu seuls chez eux en rentrant des cours parce qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir accès à ces choses-là. Donc du coup, l'idée vraiment de parcours en se disant, bah voilà, de la naissance jusqu'à la mort, il y a des besoins particuliers, il y a des états de vie particuliers. Dans ces politiques familiales, on voit beaucoup aussi de choses qui sont liées à l'arrivée d'un enfant ou de plusieurs enfants dans une famille. Qu'en est-il des familles qui n'ont pas d'enfants, qui font ce choix ou qui le subissent d'ailleurs? Quelle prise en compte de leur état de vie et de leur choix? Et on avait aussi envie d'insister sur l'importance de la simplicité, dans le sens où il y a énormément de non-recours en fait à des droits dont les gens disposent, tout simplement par manque de connaissance des différents dispositifs, du fonctionnement, par la complexité de ces systèmes, et en disant qu'il y avait un enjeu à l'éducation, dans un cadre scolaire ou pas, mais de l'éducation à connaître ses droits, à connaître les possibilités qu'on a quand on est étudiant, enfin, par exemple autour des droits de bourse, etc. Donc effectivement, il y a les syndicats étudiants, il y a des ressources, mais faut-il déjà les connaître et pouvoir y avoir accès? Et donc du coup, voilà, il y a ces disparités à la fois territoriales et en même temps en fonction de la famille d'où on vient, eh ben, on n'a pas forcément toutes les connaissances, ressources, lieux sur lesquels on peut s'appuyer. Alors après, il y a quand même un petit peu de positif dans tout ça, notamment sur les territoires ruraux où le contexte fait que il y a une capacité à penser des choses nouvelles qui résultent de non-choix, justement, de situations un peu imposées. Et il y a quelque chose qui se crée dans la solidarité qui est plus présente, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail de collaboration entre les écoles, les parents, les associations, les élus, parce que du coup, au final, quand on est 500 dans un village, globalement, on se serre les coudes, quoi. Et que il y a la mise en place de choses, de structures, de dispositifs. Il y a une vraie collaboration, en fonction des territoires ruraux toujours, même par exemple entre services publics et associations, où du coup, ils s'appuient les uns sur les autres pour à la fois pouvoir mieux connaître les demandes des populations en termes de services publics et en même temps pouvoir aussi faire un peu plus de lobbying auprès de ces services pour qu'ils restent présents en milieu rural. Et du coup, pour conclure, il y a l'idée que en fait la famille, notamment dans ce que disait Fabienne, ça se retrouve bien sur voilà, le lieu un petit peu ressource où on se sent un peu protégé dans une période pardon, de crise socio-économique, politique dans laquelle on est, dans une société du coup qui est un peu fragile. Il est essentiel en fait de prendre soin des familles, qui peut être ce lieu sécurisant pour pour éviter une explosion globale et totale. Donc du coup voilà, il y a vraiment un enjeu fort, je pense, autour des politiques familiales, de leur mise en œuvre et de leur logique.